Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques, pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour à tous et à toutes. Je vous avoue que cette semaine était riche en informations et je ne savais plus où donner de la tête pour cet épisode. J'ai tellement de choses à dire. On va quand même commencer par sur la réforme des retraites. Et donc l'actualité étant focalisée sur cette réforme, je vous avoue qu'on va encore en parler quelques temps. Alors je n'ai pas de télévision à la maison et c'est volontaire pour éviter de me faire matrixer l'esprit par les médias mainstream. Et vous savez desquels je parle, BFM, CNews, LCI, toujours les mêmes. Et donc il est évident que pour moi, cette révolte populaire liée à l'adoption forcée de la réforme des retraites reste juste la partie émergée de l'iceberg. Et je me suis posé beaucoup de questions. Et parmi ces questions, je me suis demandé si le rapport au travail n'avait-il pas changé. On sait que oui, mais on va développer tout à l'heure. Pourquoi la convergence des luttes avec les étudiants, l'entrée des étudiants dans cette lutte, pourquoi a-t-elle été aussi rapide? Quelle prise de conscience ont-ils eu? Quel a été leur déclic? Et surtout, je me suis posé la question de savoir en quoi les femmes sont-elles encore pénalisées par cette réforme. Alors on active le mode cocooning, on prend un petit café, quelques spéculoos, et c'est parti, magnéto. Le rapport au travail a-t-il changé ces dernières années? Évidemment que oui. Alors on va reprendre les choses par la base. Alors moi, ce que je me suis posé la question, c'est quoi le travail en fait? Quel est le travail? Comment on vit le travail? Alors je sais que Georges Friedman et Pierre Naville, tous deux sociologues français et auteurs du traité de sociologie du travail, définissent le travail comme un acte social total, incluant l'activité de production de biens ou de services et les conditions d'exercice individuel et collectif de cette activité, mais aussi les conditions d'accès au travail et les processus de stratification sociale induits par le travail. Donc cette définition date quand même de 1962 et implique qu'il y a une distinction entre le travail et l'emploi. Le travail étant traité par les sociologues et l'emploi par l'économie. Et ça pose problème. Cette distinction est problématique. Pourquoi? L'économie, pour moi, c'est mon avis, l'économie déshumanise l'individu dans son approche réformiste. Il devient un objet permettant l'accès à plus d'avantages pour une partie du peuple, en l'occurrence, dans le cas de la réforme des retraites, les ultra-riches. Sans compter le champ lexical de la déshumanisation utilisé par le gouvernement en ce moment. N'est-ce pas, Manu, quand tu nous traites de fainéants, là, on est vraiment dans le manque de respect et la déshumanisation. Et du point de vue du travailleur, donc son travail étant un acte social total, à savoir le fait que la société lui impose d'agir d'une certaine façon, et jusqu'à maintenant, l'évolution de l'âge de départ à la retraite était imposée par le pouvoir car les travailleurs s'y résignaient. Voilà, l'acte social total, c'est voilà, la société m'impose quelque chose. Ok, j'ai pas trop le choix, je vais pas trop me battre, j'accepte. Alors si on revient en arrière, on se rend compte que François Hollande avait déjà fait une réforme des retraites en 2014. Et dans cette réforme, la durée de cotisation était de 43 ans pour la génération née en 1973 et plus. Mais l'âge légal de départ était de 62 ans et non pas 64 ans, avec des années de cotisation évolutives selon l'année de naissance. Alors, on oscillait entre 41,5 ans et 43 ans de cotisation. Donc,
On sent que dans ce gouvernement, où Macron était ministre de l'économie, c'est bizarre quand même, c'est bizarre que Macron veuille revenir sur cette réforme alors qu'il a eu à l'appliquer sous le gouvernement Hollande. Alors, lui est arrivé sous le gouvernement de Manuel Valls II, et son prédécesseur était Michel Sapin à l'époque, bien plus intelligent et bien plus intéressant comme ministre. Mais en tout cas, il a dû l'appliquer, Emmanuel Macron, à cette période-là, cette réforme. Ce qui ne me semble pas logique, et ce qui ne semble pas logique, je pense, pour la plupart des Français, c'est que cette réforme de 2014 n'a pas été pleinement testée, puisque les personnes nées après 1973 ne sont pas encore parties à la retraite. Donc c'est clairement un non-sens. Et là, je vais vous égrener les non-sens. Il y en a tellement que je risque d'y passer encore beaucoup de temps. Mais bon, revenons à notre rapport au travail. Depuis quelques années, les travailleurs sont avides de bonheur au travail, à un tel point que de nouveaux métiers ont émergé, comme les fameux Chief Happiness Officer. Malheureusement, le bonheur au travail ne consiste pas à mettre en place des cours de yoga ou un baby-foot en salle de pause. L'important reste le sens. Quel est le sens de tout cela ? Si le travail est imposé par la société, pourquoi la retraite devrait aussi l'être ? Et pourquoi les conditions de travail doivent-elles être forcément difficiles ? Rappelons que les Français sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde. En tout cas, ils sont dans le top 10. D'accord ? Donc, au sein de l'entreprise, on offre maintenant beaucoup plus de liberté aux employés. Ils sont maintenant plus impliqués dans les projets, on voit émerger le management à l'horizontale, on sent, ces nouveaux types de management prennent de plus en plus de place. Si certaines entreprises s'imposent plus de démocratie participative en interne, alors pourquoi le gouvernement ne s'y essaierait-il pas ? Deuxième non-sens. D'accord ? Nous sommes donc face à deux groupes qui évoluent différemment et surtout à une vitesse différente. Pareil du côté des syndicats. La grève est votée sur la base de vote des membres. Donc la démocratie participative fonctionne dans la majeure partie des sphères du travail, sauf au niveau du corps institutionnel. Deuxième question, on en a parlé en intro. Et les jeunes dans tout cela, qu'en pensent-ils ? Alors, que pensent les jeunes actifs de cette réforme ? Les jeunes actifs ont une toute autre vision du travail. Alors, je regardais une interview de Julia de Funès sur Brut qui expliquait très justement la vision différente qu'avaient les seniors et les jeunes actifs sur cette question. Et elle compare la vision d'un homme et d'un jeune homme évoluant dans la même société. Le senior, qui a 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, voit son travail comme une finalité. Or, je précise cette question de finalité, c'est comme s'il confondait sa personne avec son travail. Le jeune homme verra le travail comme un moyen plutôt d'atteindre ses objectifs, puisque lui, dans l'entreprise, il explique clairement qu'il va travailler comme un acharné pendant 2 ans pour pouvoir faire le tour du monde avec sa copine. Et elle explique que celui qui remet le travail à sa juste place, c'est ce fameux jeune homme. Si le travail devient un moyen, alors on l'utilise comme le gouvernement finalement. Comme le gouvernement nous utilise pour équilibrer son budget, puisqu'il faut rappeler que Macron lance cette réforme des retraites pour éponger le déficit abyssal qu'il a causé face aux cadeaux réalisés aux ultra-riches, donnés aux ultra-riches. Voilà. Donc, ce jeune homme, lui, remet le travail à sa juste place. Voilà. Donc on aura beau traiter les travailleurs de fainéants, il est important de comprendre que celui qui donne le plus de sens au travail reste ce jeune actif. Voilà. Son travail, c'est un outil d'épanouissement et non une finalité pour laquelle on doit lui faire avaler des couleuvres. Et je pense très sincèrement que c'est avec cet état d'esprit que les étudiants ont décidé de créer une convergence des luttes avec les syndicats dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette mobilisation, je la vois plutôt comme un effet miroir face au gouvernement. Les jeunes, pour moi, disent clairement, vous êtes un frein à la réalisation de nos rêves, vous êtes un frein aux actions émancipatrices de notre bonheur, mais surtout, si les carrières sont tachées, et surtout celles des femmes, alors pourquoi ne pas trouver un système permettant de normaliser et ou d'équilibrer les carrières hachées ? Si le jeune cité plus haut part
1 an loin de chez lui pour un tour du monde, alors comment lui permettre, en cours de carrière, de rattraper ses trimestres de retard? Et cette question se pose aussi pour les femmes. Se pose donc maintenant la question de la voix des femmes. Alors Elisabeth Borne se prend les foudres des députés de l'Assemblée nationale depuis le début de cette réforme. Et surtout, elle se prend des tomahawks, et le premier tomahawk vient de qui? De son propre camp. Franck Riester marque contre son camp, en précisant que l'effort des femmes sera beaucoup plus important et qu'elles seront les grandes perdantes de cette réforme. Et là, on revient encore sur cette question de non-sens de la part du gouvernement. Et c'est à se demander, même si Elisabeth Borne œuvre pour le camp des femmes, ou si elle œuvre pour le camp de son gouvernement. Mais ça, on a déjà la réponse. La réponse est dans la question. Donc, c'est vrai que les femmes travaillent à temps partiel, elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent bien souvent stopper leur carrière pour pouvoir permettre au foyer de fonctionner. Et on se rend compte qu'une femme née en 1980 doit en moyenne travailler 8 mois de plus qu'un homme né la même année. Pas 8 mois de plus, elle va travailler, oui c'est ça, 8 mois de plus, alors que l'homme va travailler lui 4 mois de plus. Voilà. Il faut savoir qu'en fin de carrière, les pensions de retraite sont 40% moins élevées pour les femmes, sans compter les salaires qui sont inférieurs tout au long de leur carrière. Donc déjà, les femmes, nous, on part avec un boulet au pied. Voilà. Et ces injustices qui sont martelées depuis des années par les femmes ne sont quasiment pas prises en compte, puisqu'elles devront non seulement faire avec des carrières hachées, des salaires qui seront bien plus bas que ceux des hommes, et en plus, elles devront travailler jusqu'à 64 ans comme tout le monde. Et puis surtout, il ne faut pas qu'elles aillent manifester au risque de se prendre des coups de matraque dans la tête. Voilà. Parce que vous avez vu les images comme moi. Donc, au nom du progrès, Elisabeth Borne tente de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, car le report de l'âge légal, c'est l'axe principal de la réforme qui permettra, soi-disant, de faire des économies au pays. Donc, vous comprenez mieux pourquoi je disais plus haut que l'emploi, lorsqu'il est dirigé par l'économie, déshumanise les individus. Ce que je trouve profondément hypocrite, c'est que ce 23 mars 2023 s'est tenue une audition dans le cadre du plan pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, ce plan est censé courir de 2023 jusqu'à 2027. Et quel a été le sujet de cette audition ? Le contenu sexiste diffusé par les influenceurs de télé-réalité. Alors, je ne dis pas que le sujet n'est pas important, puisque effectivement l'image de la femme n'est pas toujours bien véhiculée par ces 10 influenceurs. Chacun jugera comme il voudra. Mais la logique voudrait quand même que l'on s'exprime plus sur ce qui désavantage les femmes dans le cadre de cette réforme qui a quand même mis le pays sans dessus-dessous, plutôt que de parler des influenceurs. Enfin, Booba l'a déjà suffisamment fait. Il y a une loi qui est passée cette semaine, je crois. Bon, est-ce que c'est le moment de parler des influenceurs et de l'image de la femme au sein de la télé-réalité ? Voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un peu plus de cohérence et d'intelligence dans ce que l'on diffuse et dans les auditions qu'on réalise à l'Assemblée nationale sur la soi-disant égalité supposée entre les hommes et les femmes. Mais bon, ça reste que mon avis. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour la conclusion de cet épisode, qui était plus court que le précédent, je vous l'avoue, je pense que aujourd'hui on nous prend pour des crétins, mais bon, ça, je peux pas changer grand-chose. En détournant les outils démocratiques, je peux pas y changer grand-chose. On nous a toujours pris pour des crétins. Voilà. Donc, les femmes sont instrumentalisées, et l'instrumentalisation des femmes dans le cadre de cette réforme des retraites est réalisée par une femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le process est machiavélique, puisqu'on utilise une femme pour faire taire les femmes quelque part. On pourra nous dire, bon, de toute façon, Elisabeth Borne, c'est une femme, de quoi vous vous plaignez ? Moi, je vois les choses un peu comme ça. Ensuite, je pense que, je ne sais pas si tout le monde a remarqué que... Enfin, si, on a tous remarqué que les choses sont en train de tourner au vinaigre.
Et quand les choses tournent au vinaigre, on fait toujours appel à une femme. Voilà. Et je pense que c'est parce qu'on la pense malléable à souhait. Et on a bien vu qu'Elisabeth Borne, bon, elle s'opposait pas non plus, elle tapait pas beaucoup du poing sur la table pour défendre le droit aux femmes. Voilà. Après, il faut bien comprendre qu'Elisabeth Borne n'a pas été choisie par Emmanuel Macron, mais par Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Mais ça, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. En tout cas, au-delà de tout cela, la vraie question reste de savoir si on ne devrait pas proposer un dispositif plus agile pour les femmes. Et ce dispositif commence par des augmentations de salaire. La base, quoi. Voilà. Et même si on ajoute des trimestres aux mères ayant eu des enfants, cela reste clairement insuffisant. Si Jospin a créé un fonds de secours des retraites afin d'éviter un cataclysme sur les retraites, pourquoi ne pas créer un fonds d'urgence pour les femmes ayant eu des écarts de salaire au cours de leur carrière ? Tout est possible. Tout est possible car l'argent est là, il suffit de le mettre au bon endroit. Et tu es encore là, j'avais décidé de t'offrir un petit bonus au cours de cet épisode. Est-ce que tu connais la Bravem ? La Bravem, c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée créée en 2019 par Michel Delpech, puis modifiée par Didier Lallemand. Et depuis le début des manifestations, on a pu voir pas mal de vidéos témoigner de la violence de cette brigade, qui pour moi s'apparente clairement plus à une milice qu'autre chose. Donc afin de faire triompher la vérité et de remettre les choses à leur place, c'est aussi le but de ce podcast, une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale demandant la dissolution de la Bravem. Donc je te mettrai le lien en description de ce podcast et je t'invite à aller signer cette signature, puisque lorsque nous réussirons à atteindre 500 000 signatures, les députés pourront en discuter et en faire un projet de loi afin de dissoudre cet instrument de la répression. Voilà. Alors portez-vous bien, merci pour l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.